Bonjour et bienvenue à tous, à nos étudiants du semestre 4, section droit privé en langue française, comme à tous ceux qui s'intéressent au droit des affaires et de l'entreprise en général. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, nous allons faire une introduction générale à l'étude des instruments de paiement et de crédit. Comme vous le savez, parmi les préoccupations principales de l'entreprise, c'est d'obtenir, dans des conditions de préférence satisfaisantes, le règlement des sommes qui sont dues et de s'acquitter de celles dont elle est redevable. Je dis que ici il s'agit d'une préoccupation principale qui ne peut en aucune manière être considérée comme secondaire dans la gestion d'une entreprise. Pourquoi? Parce que le choix judicieux des modalités et des moyens de règlement comme leur emploi ont sur la vie de l'entreprise des conséquences directes, d'où l'intérêt indéniable d'une connaissance parfaite des mécanismes juridiques qui les régissent. Pour une définition des procédés de paiement, je reprends ici volontiers celle proposée par les dispositions de l'article 4 de la loi française du 24 janvier 1984 qui considère comme moyen de paiement tous les instruments, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé permettant à toute personne de transférer des fonds. Vous allez me dire que le plus simple, ce sont les espèces. Simple et efficace. Comme l'a souligné l'éminent professeur Cabriac, qui par la même occasion était l'un de mes professeurs à l'université de Montpellier, a dit que la remise des espèces transfère de façon instantanée le pouvoir d'achat au créancier et par là lui apporte la sécurité. L'efficacité du paiement n'est pas liée à la solvabilité d'un particulier ou du banquier. Cependant, les inconvénients de l'utilisation des espèces sont tels que souvent la convention des parties, mais surtout la loi, impose de recourir à d'autres modes de libération. C'est le cas notamment de l'article 306 du Code de commerce qui impose aux commerçants le paiement par chèque barré ou par virement de tout paiement d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams. Donc, outre les espèces, il y a un certain nombre de procédés qui permettent de parvenir au même résultat. À côté des titres monétaires classiques, dont les plus connus sont la lettre de change, le billet à ordre et le chèque, sont apparus d'autres procédés qui se caractérisent par leur non-soumission au droit qu'on appelle droit cambiaire. C'est le cas notamment du virement, la cession de créances professionnelles, l'affacturage ou le crédit documentaire ou encore la carte bancaire. Dans le cadre de ces vidéos, j'essaye de ne pas être long, de donner une information concise dans un temps qui ne dépasse pas les 10-15 minutes. Nous allons étudier dans un premier temps les instruments cambiaires. Alors, justement, qu'est-ce que cette appellation contient? Eh bien, les instruments cambiaires, ce sont la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Ils appartiennent donc à la même famille que nous appelons effet de commerce. Il n'y a pas de définition de la loi, mais la doctrine dominante les définit comme étant des titres négociables
qui constate au profit du porteur une créance de somme d'argent et servent à son paiement. Nous allons les étudier un par un. Mais auparavant, on va s'interroger sur les caractéristiques des effets de commerce. Quelles sont les caractéristiques des effets de commerce? Je dois observer au départ et faire remarquer qu'en réalité, les effets de commerce traduisent des impératifs que nous connaissons déjà. Impératifs de sécurité, de rapidité et de simplicité qui sont les impératifs traditionnels du droit commercial. Première caractéristique des effets de commerce, ce sont des instruments créateurs d'obligations. Qu'est-ce que j'entends par là? Que la souscription d'un effet de commerce va créer un nouveau rapport de droit qui va se superposer au rapport de droit commun appelé rapport fondamental ou rapport contractuel. Le nouveau rapport né de l'effet de commerce s'appelle rapport cambiaire. C'est-à-dire qu'à ce titre, les effets de commerce sont créateurs d'obligations, contrairement à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans le cadre d'une reconnaissance de dette qui relève du droit civil. Reconnaissance de dette, c'est-à-dire qui se contente généralement de constater l'existence d'un droit préexistant. Nous verrons ça en détail plus tard. Deuxième caractéristique, les effets de commerce sont des titres formels. Cela signifie qu'en matière d'effets de commerce, la forme l'emporte sur le fond qui est quasi inexistant. Je reprends l'exemple de la reconnaissance de dette et je dirais que dans le cadre de la reconnaissance de dette, le fond est très important. Nous verrons comment. Et en réalité, dans le cadre de la reconnaissance de dette, s'il y a un vice quelconque, le créancier ne peut pas obtenir paiement, même si le fonds est respecté. On dit que dans le cadre de la reconnaissance de dette, le droit est incorporé au titre. Troisième caractéristique, les effets de commerce sont des titres négociables. Encore une fois, on compare avec la reconnaissance de dette et je dirais que la créance constatée par la reconnaissance de dette est transmissible dans les formes de l'article 195 du Daïr formant Code des obligations et contrats qui dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport fait par ce dernier au débiteur ou par l'acceptation du transport fait par ce dernier dans un acte ayant date certaine, etc. Ici, on parle de la cession de créance qu'on retrouve dans d'autres droits, notamment le droit français. Donc, dans le cadre de la reconnaissance de dette, la cession de créance doit observer les dispositions de l'article 195 du Daïr formant Code des obligations et contrats. Dans le cadre des effets de commerce, la transmission des droits se fait dans des formes allégées. On dit que les effets de commerce sont négociables. Les deux formes les plus utilisées sont l'endossement ou la remise par simple tradition, c'est-à-dire de la main à la main. Quatrième caractéristique, les effets de commerce sont destinés à conférer une plus grande sécurité aux porteurs. Je peux me limiter, ou je vais me limiter, à donner deux règles juridiques qui illustrent ce propos. La première
règle ou principe juridique, celui de la solidarité entre tous les signataires d'un même effet de commerce. Contrairement à ce qui se passe dans le cadre de la reconnaissance de dette, le cédant n'est garant que de l'existence de la créance. C'est-à-dire, dans la reconnaissance de dette, le cédant ne garantit que l'existence de la créance, mais il ne garantit pas la solvabilité du débiteur. Ce n'est pas le cas dans le cadre des effets de commerce, puisque l'endosseur d'un effet de commerce est garant de son acceptation et de son paiement. Tous les endosseurs sont solidairement tenus envers le dernier porteur. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième illustration ou exemple, le principe de l'inopposabilité des exceptions. C'est quoi l'exception? L'exception, c'est le moyen de défense qui permet au débiteur de ne pas exécuter son obligation. Comme on le sait, les exceptions en matière commerciale ne sont pas opposables. La personne tenue du paiement de la lettre de change, par exemple, ne peut opposer au porteur toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au tireur ou au porteur antérieur. En droit civil, et dans le cadre de la cession, ou par la cession de créance, le cédant transmet son droit tel qu'il existe dans son patrimoine. Ça veut dire que les vices qui entachent ce droit ne disparaissent pas du fait de la transmission. Il n'y a pas purge des exceptions, comme c'est le cas en matière commerciale et dans le cadre des effets de commerce. En fait, c'est le cas notamment, par exemple, Monsieur X achète une marchandise décrite par contrat, il paye par lettre de change, il remet donc une lettre de change au vendeur, mais il s'avère que la marchandise n'est pas conforme au contrat. Il a donc toutes les raisons de dire « je ne paie pas ma lettre de change ». Il se trouve que le porteur de la lettre de change, c'est-à-dire le vendeur, ayant remis la lettre de change dans le cadre d'un endossement à autrui, cet autrui-là, qu'on appellera Y, qui est donc le porteur, ne peut pas se voir opposer l'exception de non-exécution du contrat fondamental que l'acheteur aurait pu opposer au vendeur initial. C'est là le principe de l'inopposabilité des exceptions. Le même exemple dans le cadre de la reconnaissance de dette va faire que, en fait, l'exception peut être opposée au bénéficiaire donc, de l'endossement, à l'endossataire. Et en fait, pourquoi? Parce que dans le cadre des effets de commerce, nous parlons ici d'un principe fondamental en matière cambiaire qui est le principe de l'inopposabilité des exceptions. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, les effets de commerce tiennent une place très importante en matière des affaires et en tant que moyen de paiement et de crédit. Cette place a suscité, au niveau international d'abord, un effort d'unification législative qui aboutit à l'adoption d'une loi uniforme par la Convention de Genève du 7 juin 1930 relative à la lettre de change et au billet à ordre et la Convention du 11 mars 1931 relative au chèque. Le droit marocain, donc le législateur marocain, par conséquent, en fait, est une reprise ou une application de la loi uniforme. Et ce, en dépit de l'absence d'un document officiel par lequel le Maroc aurait ratifié les dites conventions. Avant la date du
1er août 1996, les effets de commerce étaient régis par les dispositions du Daïr du 12 août 1913 et le Daïr du 19 janvier 1939. Le premier concernait la lettre de change et le billet à ordre, et le second, le chèque. Après cette date, qui a consacré la promulgation du nouveau code de commerce, la réglementation des effets de commerce est contenue dans les articles 159 à 328 du code de commerce. Nous aurons l'occasion, au cours des vidéos qui vont suivre, celle-ci, à étudier et à réserver une vidéo par instrument de paiement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.